Bonjour. Thomas Edison aurait testé 6000 types de filaments différents pour développer son ampoule à incandescence. Et sa célèbre citation «Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration» résume l'essence de la persévérance. Dans mes autres vidéos sur la volonté, nous avons vu l'importance d'objectifs motivants, comment résister aux tentations et comment développer notre force de volonté de manière générale. Je veux ici parler du long terme, donc de la notion de persévérance et d'autodiscipline, même si le sujet ne semble pas très plaisant a priori. Imaginons que vous avez défini un objectif motivant, que vous avez commencé à passer à l'action. Je prends le temps tous les matins de clarifier mes priorités, de structurer mon agenda, ou bien je fais du sport pendant 4 jours consécutifs. Le plus grand piège, c'est la baisse de vigilance et de nous arrêter en chemin justement parce que nous sommes fiers de nous. Kelly McGonigal, dans son livre The Willpower Instinct, nomme ce piège License to Sin, le droit de pécher, sans doute un clin d'œil à James Bond. C'est quand nous sommes fiers de nous que nous sommes les plus susceptibles de nous arrêter et de succomber à la tentation. On peut appeler ça le risque des progrès ou le piège des premiers succès. Alors certes, se féliciter développe la motivation, mais il faut se féliciter à l'arrivée et pas au milieu de la course, car ça peut devenir contre-productif. Nous levons le pied. Et c'est d'ailleurs un effet pervers possible des to-do list. Quand on raye une ligne, on est satisfait de nous et on a tendance à relâcher notre exigence envers nous-mêmes. Mais en parallèle, nous avons vu qu'un objectif trop lointain perd de son attrait par rapport à d'autres options court terme. Donc, théoriquement, saucissonner mes objectifs dans le temps pour avoir des petites victoires devrait soutenir ma motivation. Alors, je fais comment? Une stratégie est de mettre en place un plan d'action très organisé, des routines d'action, pour éviter au maximum de se poser la question d'où j'en suis et de ce que j'ai à faire. Et aussi, anticiper comment je pourrais dévier de mon chemin. Donc, première règle, décomposer et planifier. Une fois que j'ai défini mon objectif motivant, je le décompose en objectifs court terme successifs, puis je planifie le travail en tâches très précises. Et je mets en place une routine implacable dans la gestion de l'action, par exemple, avec des créneaux non négociables dans mon agenda. Car il y a un autre risque étonnant dans la volonté. Si j'imagine que je vais faire quelque chose, cela baisse ma volonté. Ça a été montré dans des études avec des promesses de dons. Les gens qui imaginent faire un don dans le futur se sentent déjà généreux et en fait font moins de dons. En regardant vers le futur, nous nous créditons par avance de nos comportements vertueux. Et donc, si vous pensez que vous allez faire du sport demain, vous allez avoir plus tendance à ne pas en faire aujourd'hui. C'est pourquoi ça aide de bien séparer la phase réflexion et la phase action. Quand vous êtes dans l'action, vous êtes à 100% dans le présent et ce n'est pas demain que vous allez faire votre compte-rendu de réunion. C'est dans votre agenda à 16 heures et c'est non négociable. Parfois aussi, nous ne sommes pas réalistes dans notre organisation personnelle. Parce que notre concentration et notre énergie fonctionnent par cycle. Pour certains, un cycle de concentration va être de 45 minutes, pour d'autres 1 heure, 1h30, mais guère plus. Savoir organiser aussi vos pauses et varier vos activités vous permettra aussi de mieux tenir sur la durée. Donc, le fait de planifier de manière très stricte notre activité et nos pauses nous aide à atteindre nos objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un cercle vertueux. L'action pousse à l'action, donc plus ça devient routinier, moins ça demande d'effort. Le plus dur est de commencer. Quand même, après, il faut un peu de rigueur pour suivre notre planification, mais le coaching peut vous y aider. Deuxième règle, anticiper les moments de faiblesse. Donc, anticiper comment je pourrais faillir, renoncer, repousser ce que j'ai prévu de faire. Car oui, vous allez certainement craquer à un moment, prendre du retard. Pensez à Thomas Edison et ses 6000 filaments. Il a dû en avoir des moments de doute. Anticiper ces moments permet de prévoir des contre-mesures de rappel ou de recadrage. Quand je vais avoir envie de reporter cette discussion difficile, je vais. Quand je vais avoir la flemme de faire mon sport, je le fais. Donc je prévois ces moments de tentation et la réponse que je veux y donner.
Ça peut être tout bête aussi, comme mettre une alarme pour vous forcer à arrêter de travailler et faire votre sport. Et de la mettre, cette alarme, dans une autre pièce, et bien forte, bien sûr, pour vous obliger à vous lever pour l'arrêter. Et en faisant cela, vous êtes déjà dans le mouvement. Vous pouvez organiser votre environnement pour que la faiblesse soit vraiment difficile à satisfaire. Enlever le chocolat de la maison ou le mettre dans la cabane de jardin en hiver au Québec, ça dissuade pas mal. Si vous craignez de vous faire distraire, vous allez préparer votre environnement pour éviter ces distractions. Enlevez vos notifications de courriel ou de réseaux sociaux, prévenir votre entourage de ne pas vous déranger. Voilà donc les grands points pour le volet rationnel et logistique. L'organisation, les routines et anticiper les moments de faiblesse. Maintenant, passons au volet psychologique et à l'environnement social. Alors d'abord, le côté psychologique. Croire que nous sommes capables d'être persévérants et d'atteindre notre objectif est fondamental. Parfois, nous avons des croyances et des discours internes sur nous-mêmes qui nous découragent. Je ne suis pas capable, ou mon équipe n'est pas capable, je ne suis pas discipliné. Ces voix critiques à l'intérieur de nous vont se focaliser sur nos manques, nos échecs. Avoir cédé sur le chocolat une fois devient le signe que je suis vraiment nul. Pourtant, j'avais résisté 10 fois avant. Il s'agit donc de changer ce discours négatif avec des preuves et les transformer en croyances aidantes. Nous avons déjà eu ce genre d'obstacle, donc nous pouvons le refaire. Des techniques PNL de changement de croyance, des techniques de visualisation peuvent vous aider à changer votre regard sur vous-même et renforcer votre volonté et votre persévérance. Et ça marche aussi en collectif. Parfois aussi, nous pourrions arrêter nos efforts par baisse de motivation. Garder le focus sur le but final, sur le sens de l'action et sur les bénéfices attendus est une manière de soutenir notre motivation. En coaching, je vais travailler par visualisation et projection dans le futur, ou aussi faire un vision board à mes clients pour rendre plus concret leur objectif et les bénéfices de l'atteinte de cet objectif. Enfin, notre environnement social peut nous aider à soutenir notre persévérance. Savoir nous entourer de personnes positives et qui nous soutiennent, notamment quand nous avons des moments de découragement, ça sera une grande aide. Savoir demander de l'aide aussi. À l'inverse, quand nous embarquons dans des projets ambitieux, ça peut gêner notre entourage qui, volontairement ou pas, pourrait nous freiner dans notre démarche. Alors, sélectionnez bien les personnes autour de vous qui vont vous accompagner dans votre projet. Et puis aussi, ça peut être utile d'arrêter de se comparer aux autres, dont nous ne voyons, et qui ne nous montrent, que les succès, par exemple sur les réseaux sociaux. La persévérance n'est pas innée. C'est un muscle, une compétence qui se développe par la planification, l'anticipation des obstacles et un environnement favorable. Notamment si vous êtes manager ou chef de projet, votre rôle est d'inspirer avec une vision claire, en créant un environnement de confiance et de transparence, de structurer l'effort avec la planification, des routines, et soutenir en valorisant les efforts, les résultats même modestes et en parlant des difficultés. Alors, je vous laisse expérimenter ces stratégies et adapter-les à votre style, parce que la persévérance, c'est un investissement. Plus vous la cultivez, plus elle porte ses fruits. Et si vous souhaitez vous faire accompagner en coaching individuel ou collectif, contactez-moi. À bientôt.